Bonjour, on se retrouve avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir un peu SQLite et on va essayer de voir un peu comment se passe la simulation de SQLite et comment ça marche sur Android. On va essayer de mettre un petit système d'authentification, comme ça on va voir comment ajouter un utilisateur dans une base de données SQLite et comment récupérer des données pour vérifier si l'authentification se passe bien ou pas. Donc je vous propose vite fait de créer un nouveau projet Android. On va l'appeler par exemple Android SQLite tutorial. Par exemple, comme SQLite par exemple. Next, l'API d'aptitude 4.0.3 vous pouvez aller une version intérieure ou supérieure, c'est comme vous voulez en fait. Next, on va prendre un blank activity et après on fait finish. Le temps que Gradle finit de tout compiler. Voilà, là on a notre petite activité avec je vais faire rien de spécial, c'est juste une activité avec un float action button. Après, si on clique là-dessus, il y a le snack bar qui affiche un message. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, ce que je propose vite fait, c'est de créer une classe qui est spécialisée, qui va être l'intermédiaire entre notre code Android et SQLite. Ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle classe. C'est cette classe qui va gérer tout, en fait, toute la connexion, la création de table, les requêtes pour récupérer les données ou pour insérer des données. On va l'appeler database handler par exemple. Database. Vu qu'on a dit que cette classe elle va être l'intermédiaire entre notre code Android et SQLite, elle va être dans une classe qui s'appelle SQLite OpenHelper. Cette classe vient avec le code de base d'Android et normalement ça fournit deux méthodes, onCreate et onImplemented. Là ça gueule parce que on n'a pas encore de constructeur, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par déclarer nos variables. Je vais commencer tags. Le tag en fait c'est une habitude, c'est une bonne habitude même d'utiliser et de créer ça dans chaque classe et ça récupère en fait le nom de cette classe là. Après ça va servir pour dans les logs au lieu de à chaque fois être amené à écrire le nom de la classe, tu mets juste le tag. Après comme ça tu te retrouves facilement pour le débugger. Là ce qu'on va faire c'est que on va commencer par créer le nom de notre base. On va l'appeler database name. On va l'appeler Android par exemple. SQLite.db. Le .db il n'est pas obligatoire. Après, ça c'est le nom de notre base de données. On va déclarer la version de notre base de données si on est à la première version, à la deuxième version. Après, on va déclarer là maintenant les tables qui existent dans notre base de données. Mais vu que nous, c'est juste un système d'authentification, ben, on n'aura qu'une seule table. Users, en fait, database table, on l'appelle underscore user par exemple. Et voilà, ça c'est notre table. Après, on commence à déclarer les colonnes de notre table. Par exemple, si on a besoin d'ID, ID. On aura besoin d'un deuxième champ, c'est username par exemple. On va l'appeler username, c'est le nom d'utilisateur. Comme ça, il s'authentifie avec son username. Vous pouvez mettre adresse mail ou autre chose. Après, on aura besoin aussi de son password. Voilà, ça c'est les trois champs de notre base de données. Et puis voilà. Je mets juste
c'est juste pour extracter le code. Table user avec ces colonnes. Je sais pas si c'est comme ça en français ou pas. Bref. Après là, création de table users. On va faire la requête qui permet de créer la table user dans la base de données, dans notre base de données. Ça va être une simple string, par exemple. Create table user, on va l'appeler comme ça. C'est juste du code SQL en fait, si vous êtes habitué à ça. On va mettre create table, le nom de notre table. On a dit que c'était database. Il va connaître quoi. Après là, c'est les values. On peut descendre un peu en bas. La structure est comme ça. Faites bien attention aux espaces parce qu'après, sinon, ça risque de causer des petites erreurs. Dans notre table, on a quoi? On a les key ID, l'ID. Voilà, on va faire comme ça. Plus ID. Plus en espace dans l'ID, c'est un primary key. On va mettre integer en entier primary key. Je crois que c'est bien ça. Primary case. On a virgule. Après, on va prendre le deuxième champ qui est username. On va mettre plus aussi. C'est un quoi username? C'est un texte. On se casse pas la tête pour le moment. On va mettre notre troisième qui est un password aussi. Qui est un texte aussi, comme ça on se casse pas la tête. Et puis on referme la parenthèse. C'est tout ce qu'on avait besoin pour faire la requête. Maintenant on va faire le onCreate, c'est-à-dire quand on va créer notre base de données. Ou attends, je vais juste corriger et je vous explique vite fait pourquoi on a besoin de corriger le constructeur. Dans constructeur database handler, on va lui donner un contexte. Après, je vous explique. Super, ça va prendre contexte, ça va prendre version, je crois. Voilà, vu que notre classe database handler elle étant de la classe SQLender, on va voir dans la classe SQLender le constructeur on doit passer le contexte, on doit passer le nom de la base de données de Cursor Factory. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On doit passer la version. C'est pour ça pour le Cursor Factory, j'ai mis nul parce qu'on n'a pas besoin. Quand on va commencer à récupérer les données, je vais vous expliquer bien c'est quoi les cursors et pourquoi on peut avoir un Cursor Factory customisé. Et voilà, ça c'était tout pour le constructeur. Maintenant, on va créer notre base de données. Pour ça, rien de plus simple, c'est juste ça veut dire que lors de la création de notre base de données, après on va lui dire de créer des tables. Si on veut, on met un log. Si on veut pas, on laisse. Moi, d'habitude, j'ai l'habitude de mettre un log. Comme ça, d'où l'importance du tag. Après, table
du table user created. Par exemple, la table utilisateur a été créée. Après, on est prêt. Là, maintenant, par exemple, notre base de données, elle est à la version 1. Supposons qu'on veut passer à la version 2. Ça veut dire que il va, il va faire une mise à jour de la base de données. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la base de données. Ça, on pouvait aussi mettre ça dans la chaîne des caractères. On va faire ça. Ou on va continuer sans faire. Tab if exist, par exemple. Après, on passe le nom de la... c'est quoi le nom de database table? Après, quand ça dit qu'il supprime la base de données de l'ancienne version. Après, on lui dit de les créer avec le nouveau. C'est tout. C'est-à-dire, il rappelle cette méthode. On crée. Après, on peut mettre en log.information aussi, tag database par exemple. Donc avec ça, on a déjà notre base de données, notre table et les colonnes de notre table. Ça c'est OK. Maintenant, on va faire une fonction vite fait qui va permettre de faire quoi exact? On va faire public void, une fonction qui va ajouter un utilisateur, par exemple add user. Un utilisateur, il est défini par son username et password. String username, string password, par exemple. C'est tout. Et toute opération en fait qui interagit avec la base de données, elle a besoin de ça, de SQLite Database, vu qu'on travaille avec SQL. On peut faire ça. SQLite Database, par exemple, DB égale 10. Là, vu qu'on va rajouter, on va utiliser getWriteable. Si on allait récupérer sans rajouter, par exemple, comme on va voir ça tout à l'heure, là, on allait prendre le readable. Ça veut dire que là, maintenant, ça veut dire qu'on va rajouter quelque chose dans la base de données. Et après, on va préciser les champs. Après, on va les mettre dans un truc qui s'appelle content value. Content values, c'est rien d'autre qu'un hmap en fait. Je propose vite fait de regarder le code de content values. Ce qu'il fait, c'est qu'il met des objets dans un hmap. Après, on va mettre on va rajouter, par exemple, nous on a besoin de rajouter le champ username. On va lui dire serveur, c'est username. On va rajouter le champ password. On va lui dire c'est password. Après là, on a rajouté notre username, on a rajouté notre password. Il suffit maintenant d'insérer ça. Et pour ça, rien de plus simple. Ça, il y a une fonction insert qui retourne un long, qui est un result, qui en fonction du résultat, on va voir si l'opération s'est bien passée ou pas. C'est juste on prend la base de données, on met insert. On va voir la méthode insert, c'est quoi? Elle prend le nom de la table, elle prend nil column. Alors ça c'est pour certains cas vraiment spécifiques où tu as besoin de où la colonne elle peut être inexistante. Et ça c'est les valeurs. Mais vu que nous on n'est pas dans ce cas-là, on va juste préciser le nom de table. Après on va le troisième paramètre c'est les content values. Ben, nous on a déjà précisé ça. Après on ferme notre base de données. Par exemple, dans notre log, on va mettre user inserted, par exemple, result value is plus result, par exemple. Cette opération, elle va nous permettre d'ajouter un utilisateur dans la base de données. On va faire la même chose.
public, par exemple, string get user. Supposons que l'authentification, tu mets un username et un password et tu veux faire une requête pour ça pour voir s'il a bien fait ou si l'utilisateur existe dans la base de données ou pas, s'il existe, si il n'existe pas. Ouais, je sais pas. Là, on va appeler un truc qui s'appelle cursor. Cursor, je vais vous expliquer ça vite fait. Attends, Word, Excel, voilà. Cursor, en fait, c'est une classe qui va récupérer tous les résultats sous forme de curseur. C'est-à-dire qu'au premier, il va être là. Supposons par exemple, ça va être comme ça. Vous avez une ligne, deux lignes, trois lignes. Le curseur, c'est à chaque fois, il va pointer sur une ligne. S'il y a un résultat, il va d'abord pointer sur la première ligne. Après, quand vous lisez tout ce qui est dans la première ligne, il va sauter et vous allez déplacer le curseur vers la deuxième ligne, vers la deuxième ligne, troisième ligne, etc. Nous, on aura besoin de ça. On a besoin de récupérer le résultat dans un curseur. Après, on va voir si le curseur il contient des éléments. Ben, on va lire le premier élément. Après, on va le retourner. Excusez-moi. J'étais là. Voilà, c'est le curseur, c'est le curseur. Vous vous rappelez, là, on avait initialisé un SQLite database. On peut faire ça directement aussi. On peut faire this.get. Là, vu qu'on va lire, on va faire writable. Après, on va récupérer notre curseur. Comment on le récupère? En faisant une requête. Query. Et je vais vous expliquer. On va voir c'est quel prend la query. Apparemment, il prend pas mal d'heures. C'est passé là, normalement, vu que. Oups, je suis pas allé. Excusez-moi. On va lui passer la première chose, c'est le nom de notre table. La table sur laquelle on va faire la requête. Après, là, les colonnes qu'on veut qu'elles retournent. Genre, supposons par exemple, on avait une longue base de données, au lieu de retourner toutes les colonnes, on veut qu'elle retourne un ou deux ou trois colonnes précises. Là, maintenant, on s'en fout de ça, on va juste mettre rien. Et après, la query. Non, là c'est get readable, c'est pas writable vu qu'on va lire en fait. Il n'arrive pas à retrouver cette classe. Et ça c'est, on va dire, en fait si vous étiez sur SQL, vous alliez faire comme ça. Select étoile from non tab. Après vous allez faire comme ça, where. En fait le troisième argument il représente tout ce qui est where en fait. Du coup là nous ce qu'on va faire, notre where c'est username. Et on va dire qu'il est égal à après and et notre password. Du coup on va faire comme ça. Password. On va dire qu'il est égal à. Et ça c'est le quatrième paramètre, c'est les paramètres. Ça va être les valeurs qui vont être là et là. Là pour l'instant on va mettre c'est new string je crois, c'est parce que c'est un tableau de string. Après là on va initialiser nos deux valeurs qui sont username et le password. Après il nous reste deux arguments, c'est le group by. Nous on veut pas faire un group by. Le having, ça aussi on n'a pas besoin de ça, on va mettre ça nul. Et hors de by on n'en a pas besoin aussi, on va mettre nul.
Voilà notre requête. Après, on va voir est-ce que notre curseur lui-même il contient des choses ou pas. S'il contient des choses, ça veut dire que c'est bon. Et s'il ne contient pas, bah, ça veut dire que cet utilisateur-là, il n'existe pas. Du coup, on envoie un message comme quoi il n'existe pas. On va faire if cursor. Get count, ça veut dire que compter le résultat. S'il est supérieur à 1, inférieur à 1 plutôt, ça veut dire qu'il n'y a rien. On va mettre cursor.close, je crois que ça existe, ouais, voilà. Et après, on va aller tourner user doesn't exist ou un truc comme ça. Sinon, ça veut dire qu'il existe. Je vous ai dit que c'est comme Excel en fait. Ça veut dire qu'au début, il était là, il pointait sur rien du tout. On va lui dire pointe sur la première ligne. Ça, on le fait avec ce petit code. On va lui dire cursor.move to first. Quand il fait, bah, le reste, on récupère juste nos champs. On va faire par exemple retrieve par exemple. Username, ça veut dire que le username récupéré. On va dire c'est égal à cursor qu'il nous récupère le string qui est dans cette colonne. Après, nous, on va passer notre username. Pareil aussi pour le password. Je vais juste extraire le password égal cursor.getString. Je fais vite parce que je ne vais pas faire des tutos super longs. On va juste voir l'idée générale pour voir comment ça marche. Password. Après, par exemple, on peut retourner username plus retrieve username plus password plus password. Sur retrieve password, pardon. Retrieve password, je vais y arriver. Retrieve password. Voilà. Donc, si l'utilisateur il n'existe pas, il nous renvoie ce message. Et s'il existe, bah, il nous renvoie l'identifiant de l'utilisateur et son mot de passe. On peut tester ça facilement. Par exemple, on va dire que si l'utilisateur il clique sur le snake bar, on va dire que on va acheter un nouveau utilisateur. Quoique, ouais, on peut faire ça. Database, pardon, database handler. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'à dès que l'application est lancée, on va enregistrer un utilisateur. Et après, s'il clique sur le bouton, on va check si l'utilisateur existe et après on l'affiche dans le snack bar ou pas. On va faire database handler égal new database handler. Ça prend le contexte. On peut mettre this. On peut aussi mettre get application context. C'est pareil. Après, on va acheter un utilisateur ici. Ajoute un utilisateur. Handler.addUser, par exemple, on va utiliser Android. On va dire Android 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. On va acheter l'utilisateur. Ça, il va l'acheter. On va faire la même chose ici aussi. On va dire Handler string par exemple. Je préfère mettre ça directement ici.
add the user SQLite database. Après, par exemple, on va mettre handler, on va dire get user. On va tester, on va aller voir est-ce que l'utilisateur qu'on a rajouté, il l'a rajouté vraiment ou pas. S'il l'a rajouté, ça veut dire get user, il doit être bon. Par exemple, on va lui dire tu me récupères, tu check si l'utilisateur avec comme username Android et mot de passe, il va pas se casser la tête, il existe ou pas. S'il existe, il affiche dans le snack bar. Ça, c'est un peu ce que c'est. Bon, on va essayer de lancer le tout pour voir ce qu'on a fait, ça marche pas. Et voilà, notre application, elle est là. L'utilisateur, là, ça veut dire qu'il est passé par l'âge d'utilisateur. On peut voir dans les logs, par exemple, j'ai pas encore cliqué sur le bouton, mais on peut voir dans les logs ce qu'on avait mis pour l'ajout, c'est quoi. C'est user insert, il suffit de regarder ça dans le log ici. User inserted with value, dès qu'il l'a acheté. Maintenant, on va cliquer sur le bouton pour voir s'il va reconnaître l'utilisateur ou pas. Voilà, il a retrouvé l'utilisateur. Après, ça, c'est pas un cas pratique, mais vu que je voulais pas faire un tutoriel super long, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple dans les sources, au lieu de faire avec le bouton, vous allez faire un edit text où vous avez deux champs username et password, et quand tu cliques là-dessus, vous déclenchez l'événement. Mais le fonctionnement est le même. Voilà, j'espère que ça a été intéressant et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Après, on va essayer de voir. Et aussi, si vous pouvez faire, ça va être une sorte d'exo si vous voulez. C'est que si par exemple lors de l'authentification, supposons qu'il s'est authentifié et ça marche. Pour une application, c'est pas pratique à chaque fois de s'authentifier à chaque fois. Si vous êtes déter, ce que vous pouvez faire, c'est s'il s'authentifie une fois, vous sauvegardez l'utilisateur en session. Comme ça, à chaque fois qu'il relance l'application, au lieu de l'envoyer dans l'écran d'authentification, vous l'envoyez directement vers sa page d'accueil. Et peut-être on va essayer de faire ça avec vous dans les commentaires, c'est pas trop compliqué. Voilà, salut.